C'est quoi le sujet du jour, Zérus? Ah non. Ah non, non. Non, non, non. Bon, la guerre de la bête. Il y a pas mal de choses à dire dessus et pas que du positif malheureusement. La première mention de ce conflit, donc la guerre de la bête, qui est en fait une incursion orque qui a dévasté le segmentum solar en M32, date de la V6, donc de 2012. Et le premier tome de la série est sorti 3 ans plus tard en 2015. Et si le premier tome était à peu près prometteur, on va dire, dans son exposition des personnages et de la situation, ce qui a suivi est devenu très vite, mais alors très vite emmerdant. La majorité des bouquins sont écrits par David Annandale, un auteur de la Black Library, qui a notamment écrit La Damnation de Pythos, de la série de l'hérésie d'Horus. Ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Et là, je vais parler vraiment de la série de bouquins. Donc il y en a 8 ou 9, je sais plus, 7, 8, 9, je sais plus. Je vais parler de la série de bouquins en français, donc la traduction française qui a été faite. Et déjà, rien que ça, c'est très inégal. La traduction française est très inégale parce qu'elle a été probablement confiée à plusieurs personnes différentes. Sur une série, quand vous avez plusieurs auteurs différents qui se concertent peu ou pas, fatalement, d'un roman à l'autre, c'est en dents de scie. Voilà, c'est inévitable. C'est l'hérésie d'Horus, par exemple, c'est en dents de scie, hein, entre les traitements des personnages, des histoires, des tomes qui ne sont que des recueils de nouvelles, donc ce qui est encore plus en dents de scie, c'est inévitable. Et la guerre de la bête, ben, il n'y a que deux ou trois tomes qui sont écrits par d'autres auteurs que David Annandale. Je sais pas quelle était la volonté de Games derrière ça, mais à mon avis, c'était de faire un équivalent à l'hérésie d'Horus. C'est-à-dire une série qui était en cours, et qui marchait plutôt bien, et bon bah fallait faire rentrer du pognon je pense, donc autant faire un autre conflit sous le même format. Force est de constater que ça a pas marché. Genre, non, ça a pas marché. Hein. Parce que la grande majorité des gens qui ont lu en entier La Guerre de la Bête vous diront, comme moi, que c'était une purge, quoi. Et le problème, c'est que, j'en reviens du coup à la traduction française, d'un tome à l'autre, c'est très inégal. Vous allez avoir des termes, notamment maître de chapitre, frère de bataille, ou ce genre de trucs, qui, dans un roman que vous venez de lire, c'est bien marqué maître de chapitre, frère de bataille, et ça, et dans le suivant, vous allez avoir marqué chapter master, dans une phrase en français, hein, traduite en français, vous allez avoir le terme chapter master, battle brother, ou ce genre de truc. Donc déjà, rien que ça, moi, ça m'a sorti du truc, j'ai eu du mal. Il y a quand même des points positifs dans la série de la guerre de la bête, hein, notamment le développement des personnages, le traitement, l'exposition des enjeux politiques et économiques de Terra et de l'Imperium à cette époque-là. Hein. On voit toutes les intrigues politiques, les intérêts de chacun dans ce conflit, dans la résolution de ce conflit ou non. C'est très très bien détaillé. C'est trop détaillé. Genre vraiment, il y a des tomes où la moitié, si c'est pas les 3/4, c'est que ça. Et genre, ça ne nous avance pas beaucoup plus dans le récit global. Hein. Genre, on en apprend plus sur l'Officio Assassinorum et son maître de l'époque qui était Vangoric, je sais plus, c'était un nom comme ça. C'est très intéressant. Mais alors c'est long. Hein. Voilà, c'est long. Et je crois que ça, c'est le plus gros défaut de la série. Et la force et la faiblesse de l'auteur en question, donc David Annandale, c'est qu'en termes de développement de personnages, c'est top. En termes d'exposition de la situation et du contexte, c'est top. Mais il traîne trop, en fait. Et ce qui est raconté dans la série de la guerre de la bête, ça tient, donc je vous ai dit, en 7 ou 8 livres, si c'est pas plus, alors que facilement, si tu réduisais toutes ces scènes d'exposition là pour ne pas perdre le lecteur, t'avais moitié moins de tomes. Facilement. Facilement, t'avais moitié moins de tomes. Et donc, toute cette série, elle a vraiment d'énormes points forts en fait, mais qui sont beaucoup trop mal exploités.
Je parlais déjà des défauts physiques hein, de la série, donc sa traduction française qui est vraiment en dents de scie, et il y a aussi forcément du coup le récit en lui-même, qui traîne en longueur, qui traîne. C'est l'archétype en fait de la quête, c'est-à-dire tu as besoin d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire que tu pars de A et ton objectif final est en B, sauf que sur tout le chemin, tu passes par une myriade de points supplémentaires, et t'as cette ligne-là, justement, que t'es censé suivre, qui se divise en plein d'embranchements à cause des récits alternatifs qui finissent par rejoindre le principal. En soi, c'est pas un défaut, mais c'est mal exécuté. Le point de vue de l'Officio Assassinorum et de Van Gorich en notamment, qui travaille avec l'Inquisition, puis avec les Space Marines, puis qui travaille pour lui-même, qui ensuite il fait sa tambouille dans son coin, enfin voilà. Et c'est très indigeste. C'est très lourd en fait. Il y a beaucoup trop d'informations, même pour un connaisseur de l'univers, hein. Il y a beaucoup trop d'informations qui t'est balancées à la tronche tout le temps. Il y a tellement de personnages qui sont présentés, enfin introduits, présentés, exposés en très peu de temps. Et du coup, très vite tu t'y perds. C'est pas une série où en fait tu as lu le premier tome, tu vas faire une petite pause d'1 mois ou 2 avant de lire le suivant parce que t'as autre chose à faire. T'es perdu. T'es perdu quand tu reprends la suite, hein. Et là où ça marche pour les Résidorus, parce que les Résidorus c'est un truc qui est quand même arrivé relativement tôt dans la feuille de route de Games, hein, c'était l'événement fondateur de ce qu'est l'Imperium au 41e millénaire. C'était l'origine de tout. C'était pas l'origine de l'Imperium, mais c'était l'origine de son état actuel. C'était le temps des Primarques, c'était le temps des légions Astartes. Donc autrement dit, c'était pas juste une légion 1000 gars, non, c'était une légion 100 000 pégus. Entre 80 000 et 350 000. Voilà, donc c'était un temps de légende et ça a été amené naturellement et petit à petit comme ça. La guerre de la bête, première mention 2012. Voilà quoi, c'est première mention, Codex V6 2012, premier tome 2015. Moi, quand j'ai commencé la guerre de la bête, à les lire, j'ai été obligé, parce que je savais pas hein, que ça datait, enfin que c'était en M32, hein, pour savoir que c'était en M32, j'ai dû aller me renseigner sur internet pour avoir une datation et situer le conflit. Déjà chronologiquement, tu sais, quand j'ai commencé à lire, pour moi, c'était, M39, M40, quoi, enfin, entre M38 et M41. Bon, pas du tout. M32, donc quand même très très peu de temps, à l'échelle de l'Imperium, après les Résidorus. La série pourrait être bonne, mais le problème, c'est que l'intérêt d'une série, c'est aussi de t'amener des informations. L'histoire, c'est bien, hein, mais si tu veux, surtout dans 40K, hein, si tu veux avoir une bonne série, il faut que cette série aussi t'apporte plus d'informations sur l'univers dans lequel elle évolue. Et alors là, malheureusement, il y en a, hein, il y a des infos, hein, il y a plusieurs infos. Il y a, bon, celle que j'ai le plus aimée, c'est bien sûr tout le délire autour de la destruction du chapitre des Imperial Fist qui est reformé à partir de ses descendants. Tout ça, ça a amené... ça peut amener à pas mal de questionnements dont j'ai déjà parlé dans un autre Minute Lore. Il y a la fondation de la Death Watch. C'est très cool, la fondation de la Death Watch. Il y a une autre information, attention, ça spoil, hein, donc bouchez-vous les oreilles pour ceux qui veulent pas être spoilés de la série. On apprend en fait que l'un des inquisiteurs qu'on suivait, qui était extrêmement vieux, est en fait Kirill Sinderman, littérateur, ami de Gariel Loken, qui était à bord de la 63e flotte expéditionnaire d'Horus, des Luna Wolf. Voilà, ça ce sont globalement... Bon, il y a tout le truc, enfin il y a tout le pitch aussi autour de Vulcan, de sa redécouverte, de son comportement, et ensuite de sa disparition malheureusement. Mais tout ça, ce sont les informations majeures. Hein. Sur une dizaine de bouquins, peut-être moins, je sais plus exactement combien il y a de bouquins. Ça fait peu. Vous avez des informations vite fait, très vite fait sur l'Officio Assassinorum. Mais bon, voilà, c'est pas
Disons que ça vaut pas en fait une série de livres pareille, quoi. Surtout quand le principal, les principaux protagonistes de cette série sont les Space Marines. Je veux dire, c'est pas une guerre de Badab, où il se passe plein de trucs partout, tout le temps. Là, c'est une série où il se passe des trucs à différents endroits du segmentum solar où c'est la merde, mais la série se concentre sur seulement quelques lignes directrices. Donc on est quand même loin de la guerre de Badab ou de l'Hérésidorus. Et pourtant, je sens qu'à la base, quand le projet a été pensé, c'était censé être un énorme truc. Ça devait être un gros morceau de lore là qui aurait dû rivaliser en gros avec l'impact de l'Hérésidorus. Mais ça comme un soufflet, hein, ça s'est dégonflé comme un soufflet. Vraiment, tu le sens qu'il y avait une ambition derrière ce truc-là, mais alors, terminé, quoi. Et en conséquence, je reviens sur ce que je disais plus tôt, les informations sur le lore, Courland, tout le côté, les Imperial Fists sont détruits. Ça, c'est au début. L'Hades Watch, Vulcan, Cinderman, la refondation des Imperial Fists, tout ça, c'est milieu, fin de la série. Ce qui veut dire que vous avez tout un pan de lore, hormis la destruction des Imperial Fists et ce que vous pouvez suivre sur les Black Templars et tout. D'ailleurs, les Black Templars, c'était la guerre de la bête, c'était la première fois que je lisais un récit à propos des Black Templars dans un roman, quoi. Je peux vous dire que pendant un bon moment, j'ai eu une très mauvaise impression des Black Templars. Vraiment, comme première découverte des Black Templars, on fait pas pire, hein. Vraiment, c'était... Ça leur rendait pas justice, hein. Heureusement, il y a un an et demi à peu près, j'ai lu Hell's-Reach. Et alors là, c'était complètement différent. Là, d'accord. Là, c'est un chapitre que j'ai vraiment aimé, les Black Templars. Mais alors, comme première impression dans la guerre de la bête... Ouf, au secours. Et donc, toutes ces révélations, tout ce qui fait, en fait, la qualité, on va dire, de l'Hérésidorus, c'est que vous allez avoir des éléments de lore, des informations sur le lore, sur du détail technique, technologique, vous allez avoir des réflexions sur la spiritualité, sur la causalité, sur l'immortalité, etc., etc. Là, dans la guerre de la bête, bah non. Vous avez que les informations que j'ai citées précédemment et elles arrivent plutôt vers la fin de la série que distillées correctement dans plusieurs tomes tout au cours de la série. J'ai vraiment dû m'accrocher pour finir cette série de livres. Parce que bon, j'avais commencé, je voulais connaître la fin et parce que voilà, je voulais en terminer avec cette série parce que moi j'aime bien lire des romans qui se suivent, j'aime pas les one-shots. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais j'aime bien avoir le plus d'infos possible. Là, j'ai pas été déçu. C'est une série de livres que je ne recommande pas, alors que pourtant, je trouve que Annandale, il a un truc vraiment, il maîtrise les personnages. Ça, je pense que c'est l'auteur qui maîtrise le mieux le traitement d'un personnage, son évolution par rapport aux péripéties, aux conséquences de ses actes ou de ceux des autres, l'évolution face à la confrontation à l'univers. Ça, c'est un truc qu'il maîtrise parfaitement. L'exposition, la présentation, ça, parfait. Les descriptions d'environnement, parfait. Mais alors, en termes de maîtrise d'un scénario, c'est pas ça, quoi. C'est maîtrise de scénario et peut-être aussi du rythme. Un coup, c'est super rapide, un coup, c'est lent, c'est long, c'est pesant, c'est... Et puis vraiment, rien que dans cette histoire, le fait que... Quand je le lisais, pour moi, ça devenait une farce, quoi. Premier assaut sur Ulanor, ça dure des plombes, pour au final, une défaite. Très bien, je me dis, bon, bah, la deuxième sera la bonne. Deuxième assaut sur Ulanor, une branlée, et en plus de ça, Vulcan disparaît. Là, je me dis, ah, super, bon, bah, du coup, c'est Ulanor, c'est pas la peine, il va falloir trouver une autre solution. Troisième assaut sur Ulanor, d'ailleurs, très marrant, parce que, enfin, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais vraiment en mode très critique.
C'est-à-dire j'étais plus du tout dans le récit, j'avais une vision très critique du truc et enfin j'étais très ironique dans mon comportement par rapport au récit. Quand on est à ton troisième assaut, que les deux précédents c'était un échec, mais que tu sais que celui-là il va réussir parce que tu sens que t'es au bout de la série, quoi, que après il reste plus qu'un tome et encore non, même pas. Je crois que c'est sur le dernier tome. T'es en mode bon bah cette fois c'est la bonne, voilà, ils vont y arriver, très bien. Et quand tu vois les Imperial Fist, leur plan pour attaquer Ulanor et réussir, c'est le pouvoir de la refondation des Imperial Fist, on sera meilleur que nos ancêtres qui se sont fait déglinguer, et pour attaquer les orques, on va utiliser une tactique orque, c'est-à-dire on va prendre des astéroïdes, on va les vider, on va creuser à l'intérieur, les vider, on va se foutre à l'intérieur comme dans un drop pod, et on va être largué directement sur la planète. Oui, d'accord. Ok. Vous commencez vachement bien vos premières années de refondation, quoi, hein. C'est très impressionnant. Donc voilà, j'avais... Enfin, plus le récit avançait, en fait, d'un tome après l'autre, plus, en fait, je sortais de la suspension d'incrédulité, on va dire, mais je pense pas que ce soit le bon terme. En gros, plus ça avançait, plus je faisais un pas en arrière par rapport au récit, et arrivé à la fin, c'était comique, quoi. Voilà, je le lisais parce qu'il fallait le lire, c'était presque une corvée, voilà, il fallait terminer, mais la blague, quoi, la blague. Bien, la seule solution qu'ils ont trouvée, alors, le premier assaut, ils ont échoué, soit, très bien, je veux bien. Le deuxième assaut, ils arrivent mieux préparés, ils connaissent le terrain, ils savent comment les orques réagissent, etc., etc., et en plus, ils arrivent avec un Primarque, et puis des Salamanders, et puis d'autres chapitres. Et l'Inquisition, je crois. Et l'Officio Assassinorum, enfin... En gros, tout le monde s'est réuni en mode Avengers, et puis on y va, on défonce la planète. Ils se sont fait casser la gueule. Repli en catastrophe, échec. Ok, et puis alors à la fin, la meilleure idée qu'ils ont trouvée, c'est on recommence tout pareil, mais sans le Primarque, et avec la technique des orques d'atterrir en astéroïde sur la planète. Bah, je peux vous dire que quand vous en avez sué, hein, pour lire les 7 ou 8 tomes précédents, et que à la fin vous en arrivez à ça, vous vous dites si c'est pas une blague. La guerre de la bête, c'est beaucoup de choses qui vont pas, mais indépendamment, en fait, c'est une série de bouquins qui avait un énorme potentiel. Le problème, c'est que, je ne sais pas ce qui s'est passé en interne, mais je pense que de mauvaises décisions ont été prises à plusieurs niveaux. Je vous conseille pas de la lire, mais en même temps, je peux pas vous dire ne le lisez pas. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est bon courage. Si vous avez envie de lire cette série, c'est vraiment bon courage parce que ça va être très long. Et le pire dans tout ça, c'est que j'en ai quand même retiré des connaissances et des éléments de lore qui me servent encore aujourd'hui pour expliquer des trucs. Et alors ça,